Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Et tu nous parles des otages. Il y en a 6 qui ont été retrouvés sur la bande de Gaza. Oui, retrouvés sans vie au cours de la fin de semaine, dont un israélo-américain. Ça a provoqué énormément de réactions sur la scène internationale. La plus récente vient du premier ministre Justin Trudeau qui a demandé la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Essentiellement, M. Trudeau a écrit que le Canada partage le deuil des familles des victimes et qu'il n'y avait aucun avenir pour le Hamas à Gaza. M. Trudeau n'est pas le seul à s'être exprimé dans le gouvernement canadien. Et Mélanie Joly, aussi ministre des Affaires étrangères, a voulu rappeler que le Canada continuait de demander un cessez-le-feu imminent. Parallèlement à tout ça, aux États-Unis, Joe Biden a aussi fait une sortie au cours de la fin de semaine. D'ailleurs, Kamala Harris et lui doivent rencontrer les négociateurs américains sur le dossier des otages à Gaza. Ça va se passer aujourd'hui à la Maison-Blanche. Et parallèlement à tout ça, Mario, il y a aussi une grève générale. Aujourd'hui, ça touche Israël et l'objectif derrière ça, c'est de presser le gouvernement Netanyahou à conclure un accord pour libérer ce qui reste des otages, parce qu'on en a retrouvé de plus en plus sans vie, mais depuis le 7 octobre dernier, il y en a qui restent toujours détenus là, par le Hamas. Oui, depuis bientôt un an. Là. Oui, depuis bientôt un an. Oui, dans à peu près un mois. Et on n'a pas tant d'informations sur leur état de santé. En fait, est-ce qu'ils sont vivants ou pas, leur état de santé? Pour certains, on a eu des informations à différents moments, mais est-ce que ces appels-là sont encore entendus? Là? Je pense, ça fait combien de fois, prenons les Américains là, qui ont une réelle influence sur Israël, fait combien de fois que Joe Biden ou Anthony Blinken, le secrétaire d'État, plein de tournées au Moyen-Orient, et nous disent, ouais, là, un accord peut-être est négocié au Qatar ou en Égypte, puis là, ça progresse. Écoute, au cours de la dernière année, on les compte plus, puis à chaque fois, c'est jamais ça. La dernière fois, parce que on est toujours tenté de penser que c'est Israël qui veut rien savoir, mais c'est le Hamas aussi, là. Les Palestiniens n'ont pas une telle chose qu'une autorité constituée comme un gouvernement élu là, qui peut parler en leur nom. Puis le groupe armé qui continue à vouloir faire la guerre, c'est le Hamas, là, qui, la dernière fois qu'Anthony Blinken est arrivé avec une proposition de paix, c'est le Hamas qui dit non. Donc, d'un côté, on accuse Israël. Oui, Israël, c'est une force disproportionnée. Mais Israël dit, écoute, moi, je fais face à quelqu'un qui en veut pas de cesser le feu, là, qui veut continuer à tirer des roquettes avec les derniers moyens qui lui restent. Alors, espérons que cette fois-ci, bon, en fin de semaine, on sent quand même qu'il y a eu une montée de tension qui pourrait peut-être mettre une pression supplémentaire, mais on dirait que pour nous, on regarde ça de loin, puis c'est un peu plus dur d'y croire, là, parce que, ouais, plusieurs fois, on pensait qu'on a quasiment annoncé là, qu'on allait avoir un accord, un cessez-le-feu dans les heures suivantes, puis c'est jamais arrivé. Cette montée de tension-là, Mario, s'est reflétée chez nous aussi. Oui. Ça a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des manifestants pro-palestiniens qui ont vandalisé un terrain sur l'université McGill. On les voyait arracher la tourbe, arracher la pelouse. Ça a été partagé des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les gens portaient un kéfé, entre autres, faisaient flotter des drapeaux palestiniens. Et là, il y a eu énormément de réactions. Entre autres, par les voix officielles, ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, la ministre de l'Enseignement supérieur Pascal Derry qui ont condamné ça. L'université McGill aussi est sortie publiquement pour dire, écoutez, le SPVM est intervenu rapidement. On a replacé un peu le terrain, mais Mario, il va falloir que tu m'expliques en quoi arracher de la tourbe sur le terrain de McGill va changer quoi que ce soit dans la cause, là. Non, mais c'est un peu le ton qu'on a eu, c'est des manifestations de plus en plus agressives. Moi, je m'inquiète. Bon, c'est de la pelouse, c'est tel que tel, là, c'est malheureux, mais c'est de la perte économique, c'est du gaspillage, c'est du vandalisme complètement innocent. Mais le National Post, en fin de semaine, disait s'inquiéter sérieusement. Et moi, c'est une inquiétude encore plus grande que la pelouse, que la tourbe, là, pour les étudiants juifs qui veulent aller à McGill. On dit, que va-t-il arriver aux étudiants juifs? Ça va être quoi l'ambiance? Ça va être quoi l'ambiance? Ouais. Est-ce qu'il sera possible pour eux de faire la rentrée dans les prochains jours en sécurité? Et le National Post posait sérieusement la question. Et la semaine passée, ici à l'émission, on a eu la discussion, non pas à propos de l'université, mais même du primaire et du secondaire, là, avec une experte dans le fameux vivre ensemble qui disait ce conflit se transporte chez nous, on l'a vu dans les écoles.
Puis est-ce qu'un étudiant, par exemple, parce que là, on a des quartiers de plus en plus où c'est des gens de la même communauté, là, c'est que dans un quartier à montréalais qui est très, très arabo-musulman, tu aurais un étudiant juif, là, une famille juive, que leur appartement, ça donne être dans ce quartier-là. Est-ce qu'un étudiant juif seul, un petit élève juif seul, va avoir la paix dans exemple, en secondaire 1, dans une école où la masse de la classe, c'est des gens d'origine arabo-musulmane? C'est une question qui se pose présentement dans le monde scolaire. Là. Comment on fait pour dire, non, ça, c'est un conflit qui se déroule à l'autre bout du monde. Ici, on est au Québec. Puis c'est la civilité, puis les règles du Québec qui vont s'appliquer. Puis vous êtes tous Québécois, vous êtes tous dans la même classe, puis c'est comme ça que ça doit se passer. Mais est-ce que c'est faisable là, dans l'état actuel de l'opinion, de l'atmosphère? Pas certain. Actualité. Un trajet Montréal-Québec en train, habituellement, Mario, ça prend autour de 3 heures. 3h30, si des fois, il y a des trains de marchandises qui doivent passer. On sait qu'ils ont la priorité. Ils ont la priorité sur au les Canada. rails au Canada. En fin de semaine, ça a pris 14 heures. Et là, il y a des passagers qui étaient exaspérés. Ils ont d'ailleurs fait plusieurs témoignages. Je vais te faire entendre un peu quelqu'un qui a vécu le calvaire de ce trajet entre Montréal et Québec, qui a été retardé en raison d'un enjeu technique. Il nous décrit un peu ce qui s'est passé et les lacunes de l'expérience. Il n'y avait plus d'électricité, plus de climatiseur et les toilettes, il n'y avait pas de l'eau. Sanitation, on ne pouvait pas utiliser les toilettes, pas pour boire, pas pour laver les mains, pas même pour chasser de l'eau dans les toilettes. Ouais, pendant 14 heures. Tu peux pas aller aux toilettes. Là, tu comprendras que Pablo Rodriguez a fait une sortie dans les dernières heures, dit que c'est inacceptable, qu'il veut aller au fond des choses. Il va rencontrer d'ailleurs les dirigeants de Via Rail au cours de la semaine et que les passagers méritent mieux. C'est devenu gros, là, c'est remonté au ministre. Mais c'est quoi la réponse de Via Rail? La réponse de Via Rail. De un, ils n'ont pas accordé d'entrevue au cours de la fin de semaine. Je trouve que dans une crise comme celle-ci, ils auraient dû sortir un porte-parole. Déclaration écrite simplement, je vais vous la lire. Là. Les passagers ont été en sécurité à tout moment. Je t'arrête là. Je l'ai vu ça. Ouais. J'ai trouvé drôle parce que les passagers étaient en sécurité. C'est que techniquement. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr que t'es pas en danger. T'es enfermé dans. Il avait la vestie pleine, mais il était en sécurité. Ouais. À moins qu'un avion s'écrase sur le train, t'es enfermé dans un train, dans le milieu de nulle part, dans un champ. T'es en sécurité. Alors on se sont vu offrir des breuvages, des collations, un repas avant d'être transférés sur le train 24 Ottawa-Québec. Ils sont arrivés à Québec vers 22h avec environ 10 heures de retard. Et là, Via Rail dit comprendre que cette situation malheureuse a eu un impact sur les plans de ses passagers, présente ses excuses les plus sincères pour les inconvénients et les passagers seront indemnisés, un remboursement intégral et un crédit voyage de 100%. Mais quand même. Mais c'est drôle, les deux versions des faits, parce que eux, ils disent, on a fourni un repas. Oui. Parce que sur 14 heures, là, c'est plus un repas. Là. Ben non, puis alors que les passagers disent, oui, au début, il y avait de la nourriture, mais à un point, il y avait plus. On a fait le vide de collation, il n'y avait plus rien de disponible. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est la gestion de crise. On dirait qu'on n'apprend pas dans ces situations-là. Il faut vite que tu agisses, que personne n'a été disponible en fin de semaine. Je comprends pas. Desjardins avait fait la même gaffe quand ils s'étaient trompés de drapeau lors de la fête des Patriotes sur leur affiche. Personne parle. Bien sûr que ça fait le tour et que ça fait boule de neige. Je comprends pas comment on est mauvais en gestion de crise. C'est pire quand tu sors pas publiquement. Oui, complètement. Il faut t'envoyer un porte-parole qui fournit les plates explications, mais qui se présente. Qui démontre de la compassion aussi. Et de ce côté-là, en tout cas, ça fait énormément réagir. On verra bien cette rencontre-là avec Pablo Rodriguez. On reste en politique, Mario, parce que, puis vous allez les voir passer, vous allez les entendre aujourd'hui. Une nouvelle campagne de publicité lancée par le Parti conservateur du Canada. Et vous allez voir Dans les deux langues. Oui, dans les deux langues. Et vous allez voir que le ton est très différent. La publicité en anglais versus la publicité en français. Parce que c'est pas une traduction. C'est pas une traduction. C'est deux publicités dans les deux langues, mais c'est deux publicités. On va commencer, Mario, par écouter la publicité en anglais. OK? Une publicité qui s'attaque directement à Jagmeet Singh, à ses goûts luxueux, et on le qualifie... c'est pas tu sais quand on c'est des traite, gros mots là. Tu sais on traite tu sais de vendu quoi que ce soit, tu sais c'est des attaques personnelles qu'on retrouve dans la publicité en anglais. OK, on écoute ça. Jagmeet Singh likes nice things, BMWs, Rolex watches, Versace bags, but he needs to delay the election to next year to qualify for his $2.2 million taxpayer-funded pension. So he sold you out, signed on to a costly coalition keeping the Trudeau Liberals in power, hiking taxes, doubling housing costs, and unleashing crime.
Tell sellout Singh to put people ahead of his pension. Vote down Trudeau to call for a carbon tax election now, so Canadians can elect a common sense government. Authorized by the Chief Agent of the Conservative Party of Canada. OK. Alors, on va le traduire, OK? Pour ceux et ceux peut-être qui maîtrisent moins l'anglais. On le qualifie de sell-out Singh. Singh le vendu. Donc, on lui attribue une étiquette. Après ça, on revient avec des images qui avaient fait l'actualité. Tu sais, il aime les goûts luxueux, les BMW, les Rolex. Également de Rolex, un sac Versace. Oui. Et là, on recogne encore sur le clou de sa fameuse pension de 2,2 millions s'il sera, tu sais, jusqu'à la fin du mandat de M. Trudeau en fonction de ses années de service. Oui, parce qu'au fédéral, ils ont encore... À Québec, il n'y a plus ça. À Québec, si t'es député, je sais pas, mais t'es député pendant 6 mois, tu te fais battre dans une élection. Tu gagnes une élection partielle, tu te fais battre à la générale 6 mois après, tu vas avoir une pension. Une pension minuscule, mais je veux dire, dès que t'as contribué, c'est comme un régime normal. Dès que t'as cotisé, t'as le droit à une pension. Mais à Ottawa, ils ont encore l'espèce de Klondike à 6 ans. Là. C'est que si tu sièges 5 ans et 11 mois, t'as rien. T'as pas la pension. Puis à 6 ans, ping! Comme au casino, tu ramasses la... Ben là, en fait, lui, ça donne ça. Ça, je pense que c'est une valeur, c'est pas annuelle, c'est une valeur, je sais pas, qu'ils ont actuarielle, qu'ils ont calculé sur l'espace de sa vie. Un fonds de retraite qui représente cette somme-là. C'est ça. Ouais. Mais en français, c'est plus doux. En français, c'est un petit peu plus doux. On vend plutôt les mérites des gens qui se lèvent tôt, Mario. On aurait pu te citer dans la publicité. Ben oui, des gens travaillants. Ils nous ont oubliés. Ben oui, qui font rouler l'économie canadienne. OK? Le ton est très différent. Un pays se construit grâce à ceux qui se lèvent tôt, quand il fait encore nuit. Soldats, serveuses, fermiers, infirmières et travailleurs d'usine. Ils portent sur leurs épaules le poids du gouvernement. Mais nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle pour notre pays, où travailler fort engendrera des plus beaux chèques. Fait que, en anglais, c'est Singh, c'est un vendu, c'est dégueu, tout va mal. Puis en français, c'est nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, petite musique. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de yogi? D'après moi, ils ont fait de la lecture qu'au Québec, on n'aime pas ça la chicane. Ouais. Les publicités négatives, ça pogne pas. On n'aime pas la chicane. Mais c'est vrai que ça a été ma première réaction quand j'ai entendu la publicité en anglais de me dire ça, c'est de la petite politique. Là. Qu'est-ce que tu as à me proposer à la place de bâcher l'autre? C'est ça que je me suis dit. Finalement, son ton de yoga, ça me parle. Mais derrière ça, il y a une chose importante. Parce que traditionnellement, les conservateurs n'ont jamais attaqué le NPD ou à peu près. Dans le fond, ils s'en foutaient du NPD parce qu'ils se disaient, de toute façon, c'est des votes très à gauche. On les aura jamais, ces gens-là. Mais là, il y a quand même un nouveau phénomène qui fait partie du succès, là, si Pierre Poilievre est aussi haut dans les sondages. C'est qu'il y a des travailleurs d'usine, des travailleurs ordinaires, syndiqués, qui ont déjà voté pour le NPD parce que leur affiliation syndicale les conduisait là, mais qui sont anti-woke, là. C'est pas tous les travailleurs d'usine là, qui disent qu'un homme et une femme, ça existe pas, puis tout ça, tout le mouvement woke en surprend plusieurs, ou je devrais dire en dérange plusieurs. Et Poilievre essaie de les amener avec le thème du pouvoir d'achat. Il remarque que dans, par exemple, le conflit de travail qu'il y a eu des chemins de fer, le CNCP, Pierre Poilievre n'a pas demandé le droit spécial, il s'est laissé en dehors de ça, donc il veut pas se faire voir. Contrairement aux conservateurs, Stephen Harper n'avait pas peur de dire qu'il était pas anti-syndical, mais qu'il mettait à pédale douce aux syndicats. Alors vraiment, il y a un effort de Pierre Poilievre, là, quasiment pour ramasser tous les votes, et même des votes techniquement plus à gauche, de gens très syndicalistes. C'est le mouvement ouvrier des usines. Mais il se dit, s'ils sont pas woke, puis qu'ils trouvent que leur pouvoir d'achat a baissé, je peux les récupérer, je peux les ramasser, puis là, la cerise sur le Sunday, je vais leur dire que Jack Metzing, c'est un vendu, puis que lui, il a une Rolex, puis un sac Versace, puis il fait tout ça pour sa pension. Mais c'est comme c'est une attaque des conservateurs pour aller chercher le vote ouvrier au NPD. Ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher, mais disons que c'est du complètement nouveau en politique. Ça fait penser un peu à ce qui avait été réussi par Trump, dans le fond, d'aller chercher le vote ouvrier des travailleurs du charbon, dans les États ouvriers du centre des États-Unis, qui votaient démocrates à cause de leurs affiliations syndicales, puis qui ont fini par se rallier aux républicains en disant, mais là, les démocrates, c'est rendu une gang de fancy intellectuels woke, puis celui qui nous représente le plus, c'est Trump qui dit qu'il va s'occuper de notre pain, de notre beurre, de nos jobs. Là, ouais. On est à l'aube de la reprise un peu des activités, rentrée scolaire, fin des vacances, après la fête du travail. Puis je regardais les chiffres au niveau des salles d'urgence. Le taux d'occupation, c'est pas très rose, Mario, un peu partout au Québec. Là. C'est soit élevé ou très élevé dans à peu près 11 régions du Québec. La moyenne du taux d'occupation, on est à 105 %. C'est
c'est une tendance dans les derniers jours qui varie là, de 100 à 115 %. Tout ce qui est Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, Montréal, l'Outaouais, c'est les régions les plus touchées. Et ça arrive dans un moment, Mario, où là, puis François Legault te le disait, le premier ministre, la semaine dernière à ton micro, ça va être long avec la FIC pour s'entendre, pour régler. On a vu, là, à l'aube du week-end, encore une fois, la FIC rejeter l'offre déposée par le gouvernement, la publier sur les réseaux sociaux. On a été plusieurs à bondir un peu. C'est quand même particulier comme stratégie et ça va pas se régler demain, là. Non. Puis encore, que si ça se réglait, la convention collective, est-ce que ça... Probablement que ça nuirait pas, là, ça aiderait dans les urgences. Je pense pas que ça réglerait le problème des urgences. Techniquement, bon, là, les vacances s'achèvent, mais normalement, là, les prochaines semaines, on va dire, mettons, de la fin des vacances, mettons, de demain matin, le lendemain de la fête du travail, jusqu'à la fin octobre, ça devrait être une des périodes les moins achalandées de l'année, là. Parce que t'as plus de personnel en vacances ou très peu. Puis t'as pas encore les pics de grippe, là, t'as pas encore les grosses novembre, décembre, en s'en allant vers le temps des fêtes. Fait que je veux dire, là on dit on a du rattrapage à faire en chirurgie, on a beaucoup de rattrapage à faire dans le réseau de la santé. Si on le fait pas si dans des mois comme septembre, octobre, on est rendu qu'on est encore débordé, qu'on a par-dessus la tête, ça déborde dans les urgences, je sais plus quand on va faire le rattrapage, là. Économie. Alors, une semaine où l'optimisme règne. Oui, il y en a plusieurs qui retiennent leur souffle, qui ont bien hâte à mercredi de voir la décision de la Banque du Canada. Est-ce qu'on va encore une fois diminuer le taux directeur? Ça fait 2 légères baisses, juin et juillet. Alors là, on est à 4,5 %. Est-ce qu'on se dirige vers un 4,25 %? Est-ce qu'on va encore desserrer la vis d'un quart de taux, Mario? Je gagerais pas mal. Ouais, écoute, si t'écoutes tes économistes, ils te disent ça va être 4,25, puis 4, puis 3,75. Bon, peut-être pas la banque là, s'exprime à peu près toutes les 6 semaines. Peut-être pas à toutes les 6 semaines qui vont baisser d'un quart de point, mais d'ici la mi-2025, fin 2025, les taux vont être revenus, selon les experts, autour de 3. Là. Donc, il va y avoir plusieurs baisses, mais cette semaine, c'est comme quasiment acquis. Je voyais les économistes partout au Canada anglais. Tout le monde a l'air d'être convaincu que c'est fait. Au même titre qu'aux États-Unis, c'est dans 2 semaines, le 17 ou le 18, la Fed va faire la même chose. Donc, eux, c'est pas commencé, là. Nous, au Canada, on a déjà, tu viens de le dire, on a déjà 2 baisses de taux. On est en avance sur les Américains. Oui, aux États-Unis, on n'a pas encore eu aucune baisse. Ce qui est plutôt rare. Habituellement, on attend de voir ce qu'ils font de l'autre côté de la frontière. Mais là, dans ce cas-ci, l'économie avait ralenti au Canada plus vite parce que c'est ça le point, là. Quand la Banque du Canada a senti là, l'économie commence à ralentir pour la peine, là, se dit, OK, je pense que j'ai vaincu l'inflation. La question qui reste, c'est est-ce qu'il y aura une récession? Ce que les banques centrales ont visé au Canada, aux États-Unis, c'est ce qu'on a appelé l'atterrissage en douceur. L'atterrissage en douceur, c'est calmer l'inflation. Oui, en ralentissant l'économie parce que t'as pas le choix, mais juste raisonnablement, sans créer une récession. Donc, tu dis, c'est ça l'atterrissage en douceur, là. Il y a encore des experts qui disent non, il va avoir, on va le sentir le coup, puis il pourrait avoir une récession au début de l'année prochaine. Moi, j'en doute. Moi, je regarde les fondamentaux de l'économie, on dirait que les ménages sont endettés beaucoup. Là. Ça, c'est un point. Là. Les ménages font beaucoup plus attention. On le voit dans tout ce qui est bien le petit, comme aux États-Unis, là, les restaurants, ça a tout ralenti. Là, parce que tu dis, OK, les gens font plus attention. Assez pour créer une récession, je pense pas. Je reste optimiste. Et à la culture, des honneurs pour une actrice québécoise. Et ces honneurs sont remis en France au Festival Angoulême en fin de semaine. C'était le 17e festival du film à Angoulême et elle a été sacrée meilleure actrice Mylène Maquet pour son rôle de Marcel Gauvreau dans le film Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. C'est un film qui a été à l'affiche en juin. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est possible de le revoir sur le site des films Opal. Pour ceux qui nous regardent sur la télévision, vous avez la bande-annonce présentement. Ça raconte l'histoire, ce film-là, du frère Marie-Victorin
Morin, qui se lie d'amitié avec son étudiante en botanique, Marcel Gauvreau. Les deux vont frôler la mort et les deux partagent le même amour de Dieu et de la nature. Donc, c'est un film qui explore le désir humain, un film de Lynn Charlevoix. Donc, le scénario a été salué. Dans les grands gagnants prix du public, c'est le film À la bicyclette et le gagnant du film de l'année pour Angoulême, c'est Vin Dieu de la réalisatrice française Louise Courvoisier. Et c'est Sébastien Ricard, le comédien-chanteur, qui lui a remis son prix à Mylène Maquet, celui qui en était à sa première expérience. Puis il dit, pour être dans le jury, là, c'est un marathon de films. Là, on doit toutes les regarder. C'est au moins 3 films par jour pour être capable de juger. Donc, je trouve que c'est pleinement mérité. Mylène Maquet, c'est une comédienne de chez nous qui a franchement beaucoup de talent. Oui, vraiment. J'ai vu dans quelques grands rôles. Et finalement, au sport, Alexandre, on est dans les suites de cette tragédie qui nous a tous marqué vendredi, le décès de Johnny Gaudreau. Autant les suites juridiques que les suites hockey, parce que bon, la saison va commencer quand même pour les Blue Jackets. Là. Et pour les Blue Jackets de Columbus, c'est 2 pertes quand même importantes dans des circonstances tragiques, oui, pour Johnny Gaudreau, mais parallèlement à tout ça, il y a aussi Patrick Laney a signé avec le Canadien. Qui a été échangé au Canadien. Mais c'était leurs 2 grosses vedettes l'an dernier. C'était leurs 2 grosses vedettes. Bon, d'une part, pour ce qui est de Johnny Gaudreau et son frère, il y a eu des hommages toute la fin de semaine, que ce soit du côté de Columbus ou encore du côté de Calgary, où il a joué la plus grande partie de sa carrière. Et le chauffeur, lui, a comparu une première fois en fin de semaine. Sean Higgins, 43 ans. Drôle d'attitude. Il avait l'air contrarié de rester en prison. Je veux dire, je sais pas à quoi il s'attendait. Je veux dire, il n'a présumément tué 2, là. Il allait pas retourner chez eux pour la fin de semaine, là. Mais lui, il avait l'air à s'attendre à ça. Ben, je sais, mais j'en reviens pas. Puis là, ils ont dit c'est une fin de semaine de 3 jours. Ben oui. Fait qu'avant qu'on puisse étudier ton cas, puis là, il avait l'air ennuyé par tout ça. Comme si c'était lui la victime. Là. Ben oui, puis tu sais, l'enquête progresse, aurait consommé plusieurs boissons alcoolisées, au moins 5-6, avant de prendre le volant. Donc quelques-unes au volant, ouais, c'est ça. Au volant aussi, au moment où il tentait un dépassement hyper dangereux par la droite, puis c'est à ce moment-là qu'il aurait happé les frères Gaudreau. Le New York Post a creusé un petit peu son passé. Un militaire qui travaillait comme directeur financier dans un centre de désintoxication en Pennsylvanie, imaginez. Et sur une note un peu plus réjouissante... OK, il travaillait dans un centre de désintox. Ben ouais. Puis il prend de la bière entre ses genoux. Puis à boire entre ses genoux au volant, ouais. Ouais, un contre-emploi. Hein? Mais sur une note un peu plus réjouissante, puis vous avez certainement vu passer ça sur vos réseaux sociaux, on a vu Patrick Laney débarquer à Montréal et il a essayé pour la première fois le chandail du Canadien, le chandail numéro 92 qu'il va porter. On a inversé. Il portait le numéro 29. Mais bon, il est retiré à Montréal pour Ken Dryden. Et je trouve que le bleu, blanc, rouge lui va très, très bien. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.